Déjà, c'est un marché qui est colossal. C'est 6 000 milliards d'euros en France, c'est 5 fois plus en Europe. Tout l'enjeu, c'est d'aller monter un réseau de banquiers privés expérimentés partout en France. Et aujourd'hui, après 18 mois, on est une soixantaine, 30 banquiers privés dans 6 grandes villes en France. On a 3000 supports financiers dans notre catalogue de produits. Et c'est vrai que c'était assez formidable dans la perspective. On est passé de 0 à peut-être 500 personnes, dont 200 salariés et 300 franchisés en 4 ans. Nous remercions nos partenaires pour cet épisode. Madines, le média de référence sur l'économie de demain. Et BNP Paribas Asset Management, leader mondial de la gestion d'actifs. Engagé en faveur d'investissements responsables, BNP Paribas Asset Management offre une gamme variée d'ETF accessibles sur Shares et Shares Pro pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers et conseillers en gestion de patrimoine. On va commencer, Pierre, d'abord par parler de toi, parce que c'est un podcast qui est vraiment autour des fondateurs, autour de l'expérience du fondateur, des entrepreneurs derrière les projets. Donc, tu as un parcours ici assez brillant, assez atypique. Est-ce que tu peux te raconter un peu en quelques mots ? C'est qui ? Qui es-tu ? Ouais, moi j'ai 34 ans, je suis franco-italien. J'ai fait une école de commerce. J'ai monté ma première entreprise en fait quand j'étais en école, en première année, qui était un réseau de soutien scolaire qui regroupait des professeurs de particuliers qui donnaient des cours à des élèves de prépa. Prépa First. Prépa First. Ouais. On l'a monté avec un copain pendant 4 ans en parallèle des études. Ensuite, on l'a vendu, c'était en 2015. J'ai fait du conseil en stratégie pendant 2 ans, en France et à l'étranger. Et avec des anciens du cabinet, on a monté un deuxième réseau qui est un réseau de travail temporaire. C'est un marché que je connaissais pas du tout. Ouais. C'est un gros marché assez poussiéreux. Et j'aimais bien l'idée de dire on peut apporter de la fraîcheur avec un modèle à la fois humain et tech. Ouais. Et j'étais en charge de monter tout le réseau de franchisés et d'associer la tech à cette. Donc ça, c'était Easy Work. Ouais, absolument. Donc toi, attends, Prépa First, 2015, donc tu as 24 ans, et donc tu as déjà monté une boîte et fait un petit exit. Donc Ouais. t'étais assez... généralement, les gens, quand ils sont à l'école, ils sont là pour s'amuser, sortir, profiter. Toi, tu étais déjà un esprit très business orienté et déjà en train de construire des entreprises. Tu as commencé très tôt. Ouais, si tu veux, j'étais professeur de maths comme la plupart des étudiants en école, et je comprenais pas pourquoi 50% de ce qu'on gagnait était donné à une agence qu'on connaissait pas. Et je me suis dit pourquoi pas fédérer tous mes copains et puis ensuite les copains de copains qui sont également profs, créer un nouveau réseau en mettant un peu de tech pour fluidifier la mise en relation avec les élèves. Et c'est comme ça qu'on a monté Prépa First. Exceptionnel. Bon, Easy Work, ça a été une aventure extraordinaire. C'est une boîte qui est montée très haut, vous avez recruté beaucoup de monde. Est-ce qu'en quelques mots rapides, tu peux nous dire un peu comment tu as vécu cette aventure ? Parce que c'est vraiment ce qu'on appelle les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Comment tu as vécu ces années-là ? Ouais, Easy Work, c'est donc pour rappel, on fournissait de la main d'œuvre, ce qu'on appelle blue collar, à des entrepôts de logistique, d'industrie, à ce genre d'entreprise. On le faisait avec un modèle assez singulier où on aidait des directeurs d'agences d'intérim à s'installer à leur compte comme indépendants, et on les équipait avec une plateforme tech qui faisait toute la partie sourcing et scoring de candidats. Et donc on a attaqué un marché d'1 million d'intérimaires en France. Wow. Qui était pas changé depuis 30 ans et dominé par tous les gros, Adecco, Manpower. Et c'est vrai que c'était assez formidable dans la perspective. On est passé de 0 à peut-être 500 personnes, dont 500 salariés. Donc 200 salariés et ouais. 300 franchisés ouais. En 4 ans. Donc la croissance était assez géniale. On a fait plein de bêtises, plein d'erreurs, beaucoup d'apprentissage pour la suite aussi. La première, c'est de vouloir remplacer le métier par la tech. Donc ce qui force un peu d'humilité, mais on a appris aussi beaucoup de choses, et je pense un des grands apprentissages, c'est de se dire que dans un marché, quand tu fédères les bonnes personnes avec un modèle qui est relativement stable et sain, tu peux faire des belles choses. Bon, c'est hyper intéressant. Moi, c'est un des points qu'on a en commun, c'est que Rockfi n'est pas ta première expérience et Shares n'est pas ma première expérience. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant chez les repeat entrepreneurs, surtout quand il y a eu des succès mais aussi des échecs, quand il y a eu des choses mitigées. Ça permet vraiment je trouve, de créer des profils d'entrepreneurs plus aguerris et plus peut-être humbles et prêts à monter des projets avec les leçons finalement d'aventures passées. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais alors pourquoi la gestion de patrimoine ? Parce que là, il y a un shift. Tu passes donc de l'enseignement. Ensuite, la logistique et l'emploi, et puis tout d'un coup, la gestion de patrimoine, qui est un environnement très différent. Donc, comment t'arrives là-dedans ?
Ouais, d'abord comme client, et avec une frustration d'être en banque privée, de pas avoir accès autant que je voudrais à mon banquier, d'avoir des produits qui étaient souvent les produits de la banque et pas forcément les plus pertinents. Et puis l'impression de gérer mon patrimoine avec des outils et des manières un peu à l'ancienne. Oui. Et en fait, je me suis retrouvé dans ces 6 millions de foyers français qui ont plus de 100 000 euros de patrimoine financier et qui sont frustrés par la banque. Ce qui est nouveau, c'est que cette frustration, j'ai appris qu'elle était au moins aussi grande côté banquier. Et l'idée de Rockfi, avec la casquette plus entrepreneur, c'est de se dire, en fait, c'est pas le problème d'avoir des mauvais banquiers. C'est des organisations bancaires qui sont devenues beaucoup trop lourdes et qui freinent l'initiative des banquiers, ce qui frustre leurs clients. Et donc l'idée de Rockfi, et c'est comme ça que c'est la tech, c'est l'univers d'investissement. Qu'est-ce qui freine selon toi les banquiers? Ouais, il y a plusieurs choses. La première, c'est que tu vois, quand tu es banquier aujourd'hui et tu comptes le nombre de couches hiérarchiques avec le patron d'une grande banque, il y a probablement 8, 9, 10. Ouais. Donc c'est autant de strates qui freinent la décision et qui imposent plus de process au bon sens. Donc déjà, c'est un point organisationnel. Et puis en effet, il y a un point d'outil. Quand tu regardes le marché bancaire, tu utilises des applications comme Revolut ou comme Conto. Je connais pas grand monde qui utilise ces apps-là, qui se disent je vais revenir tu vois, dans ma banque. Comment ça se fait que la gestion de patrimoine, il n'y ait pas effectivement une nouvelle technologie qui ait profondément simplifié l'expérience des clients? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, finalement, sur les segments moins de 100 000, on va dire, les gens sont habitués en self-care à avoir accès à des technologies extrêmement fluides, extrêmement rapides. Et dès qu'on va avoir un peu plus d'encours, un peu plus d'épargne, on a quand même besoin d'une interaction avec quelqu'un qui conseille. Et là, c'est vrai qu'il y a plus d'outils digitaux dignes de ce nom. Donc, non, moi, je partage et c'est là-dessus on s'est retrouvé. Est-ce que tu as une petite anecdote marquante un peu sur ton parcours avant de me concentrer un peu sur Rockfi, qui a un peu à expliquer l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Ouais, il y en a une qui me vient à l'esprit, qui est celle de la rencontre avec Didier Vallet, qui est notre investisseur, et je pense investisseur d'ailleurs en commun avec Shares, et qui est, je pense, le point de démarrage de Rockfi. C'était l'été 2023, donc il y a pas loin de 2 ans, où j'avais déjà fait ce constat. J'avais pendant 3 mois parlé à des dizaines de banquiers privés et vu une espèce de frustration commune et le potentiel de nouveaux modèles. Mais il manquait un investisseur. Et derrière toutes les beaux succès des fintech françaises, tu vois, quand je regardais Conto, Penny Lane, Shares, à chaque fois il y avait un nom qui était derrière, c'était celui de Didier Vallet, qui est l'ancien directeur général délégué de la Société Générale et lui-même du coup Business Angel. Et donc je me suis dit, si on doit faire quelque chose, c'est probablement avec lui qu'on doit le faire. Et donc je lui ai envoyé un premier message sur LinkedIn, je ne le sais pas. Un deuxième message, un troisième message, et finalement il m'a proposé un appel d'une demi-heure qui s'est transformé en rendez-vous parce que du coup évidemment je voulais le rencontrer. Et d'une demi-heure, on a passé 2 heures ensemble à partager la vision du marché, l'idée d'avoir un modèle qui soit pas que tech, mais d'abord humain et tech. Et c'est là où Didier m'a dit, en fait, il te faut plus de fonds que juste un ticket de Business Angel. Et ça se tombe bien, je monte mon fonds Varsity et vous pourriez être le premier investissement. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'aventure Rockfi. Incroyable. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments là intéressants dans ce que tu dis, dans cette anecdote. Je crois que le premier, pour ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs, qui veulent monter leur boîte, c'est le culot de l'entrepreneur. Le culot de Pierre qui envoie un message sur LinkedIn à l'ancien numéro 2 de la Société Générale. Et puis un deuxième message et un troisième message qu'obtient son rendez-vous téléphonique, qui le transforme en rendez-vous de 2 heures. Bravo. Et je pense pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper inspirant parce que moi, je le dis souvent quand on me demande c'est quoi la clé pour monter sa boîte, etc. Je pense que la clé, c'est évidemment d'avoir une très bonne équipe de cofondateurs, on va en parler, d'avoir une très bonne idée, mais c'est aussi d'avoir des investisseurs, des mentors pour éviter de faire des erreurs. Il faut les attirer, c'est pas facile. Donc, il faut y aller avec une capacité de convaincre, une détermination, et il faut accepter le refus et aller contre le refus où, dans le cas présent, il avait peut-être pas répondu au premier message et aujourd'hui, tu l'as transformé en ambassadeur. Donc, bravo. Et puis, le deuxième information, c'est que Didier, c'est vraiment
Tony Soprano dans la fintech, quoi. C'est vraiment le parrain, quoi. Il est exceptionnel. Moi, je le salue s'il nous écoute. Effectivement, il accompagne énormément de projets avec beaucoup il donne de son temps, Ouais. il donne de ses conseils, donc c'est très précieux. C'est Didier, depuis cette rencontre, c'était il y a presque 2 ans. On a un point tous les mardis à 11h, et tous les mardis à 11h, on se parle. Et il n'y a pas une fois où ça a été annulé, et si il pouvait pas, c'était décalé au lendemain, mais il y a une régularité dans le suivi, le conseil avec Didier, et plus globalement avec Varsity, et je pense que, effectivement, en tant qu'entrepreneur, avoir le soutien de cet investisseur, c'est absolument clé. Super. Écoute, bravo. Alors maintenant, on va parler de Rockfi, parce que du coup, tu te lances dans Rockfi. On comprend que tu as eu une frustration en tant que finalement utilisateur, épargnant. Tu nous parles un peu du marché. Enfin, c'est quoi ton analyse justement du marché et comment tu penses qu'avec Rockfi, tu avais une opportunité de réinventer un peu. Donc, on a parlé des outils, la digitalisation, on a parlé de la frustration du banquier. Qu'est-ce que tu peux ajouter pour expliquer vraiment la genèse de ton analyse de marché qui a donné naissance à Rockfi? Ouais. Bon, déjà, c'est un marché qui est colossal. Tu vois, c'est 6 000 milliards d'euros en France. C'est 5 fois plus en Europe. Donc, c'est un marché qui a pratiquement pas été transformé depuis 30 ans, celui de la gestion de patrimoine. Je pense que c'est une entreprise que j'aurais pas pu monter il y a 5 ou 10 ans, parce que, comme beaucoup, je pense, dans une première vague de fintech, on avait l'ambition de remplacer le métier par la tech. La gestion de patrimoine, c'est un marché de confiance. Et la confiance, elle passe par l'humain. Et donc, le premier constat fort qu'on a fait chez Rockfi, c'est de dire, on va pas développer une app. On va d'abord s'intéresser aux professionnels de la gestion de patrimoine, qui sont des banquiers privés. Ils sont 50 000 en France. Et on va comprendre quels sont leurs problèmes. Et en libérant le problème des banquiers, en faisant en sorte que, notamment, l'un des sujets le temps passé avec leurs clients, soit beaucoup plus important, on va pouvoir délivrer une meilleure solution pour leurs clients. Donc, s'intéresser aux problèmes des banquiers, résoudre le problème des banquiers, pour libérer leur potentiel auprès de leurs clients. Est-ce que vous avez été rencontrer plein de banquiers pour construire votre offre, votre produit, pour les sonder, pour faire, je sais pas, une sorte de mini étude de marché? Comment ça s'est construit, en fait, la définition vraiment de l'offre et du produit? Ouais. On parlait de la rencontre avec Didier et LinkedIn. Ouais. Je suis assez boulimique de LinkedIn. Ouais, donc là, les 3 premiers mois, je pense, de Rockfi, j'étais derrière mon ordinateur. C'était LinkedIn. Tu vois, je voulais parler à tous les banquiers. Aux banquiers de petites banques, aux banquiers de grandes banques, aux banquiers qui étaient salariés, à ceux qui avaient fait le saut de l'indépendance, ceux qui étaient seuls, ceux qui étaient en réseau. Et j'ai dû parler peut-être à 300 banquiers, tu vois, les premiers mois. J'avais Ça, c'est une deuxième leçon pour ceux qui nous écoutent. Vous voulez monter une boîte, valider votre idée auprès du plus grand nombre sur la cible que vous visez. Là, c'est hyper bien ce que tu racontes et c'est la bonne démarche. Et il y a une chose qui était frappante, c'est que donc 90% des banquiers sont en banque, sont salariés, et il y a une frustration commune, c'est que 80% de leur temps, c'est l'administratif. Alors que ce que veut faire un banquier, et là où il apporte de la valeur à son client, c'est de passer son temps avec les clients. Et il se trouve que la partie administrative, c'est précisément ce que la technologie peut simplifier, automatiser, systématiser, alors que la partie relation client, c'est précisément là où on a besoin d'humain. Et donc le premier élément, c'est de dire, si on inverse ce rapport, on développe une technologie, je pense qu'on y reviendra, qui va libérer le temps des banquiers, et on a des banquiers qui passent du temps avec leurs clients, avec un nouveau modèle organisationnel pour que on aligne les intérêts. Donc Rockfi, c'est une boîte tech. C'est quoi Rockfi? C'est une banque, c'est une boîte tech, c'est un CGP. Enfin voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui découvrent, comment tu décris du coup, maintenant que tu es arrivé avec une offre assez mature, ce qu'est Rockfi? Rockfi, c'est un acteur de la gestion de patrimoine qui combine un réseau de banquiers privés expérimentés avec une plateforme technologique qui est propriétaire, qui simplifie l'expérience entre un banquier et son client. Tu vois, je pense que si tu confies les clés d'une entreprise à des banquiers, ils vont recréer une banque. Si tu confies les clés d'une entreprise à des ingénieurs, ils vont recréer une app. Si on arrive à réunir les deux, fédérer les meilleurs banquiers, les meilleurs ingénieurs et créer un modèle où les deux arrivent à porter la valeur ensemble, on peut créer un acteur qui soit pas juste une nouvelle banque, une nouvelle app, mais radicalement le nouvel acteur de la gestion de patrimoine. D'accord. Donc en gros, j'ai envie de te confier un peu d'argent, ou de confier en tout cas à l'un de tes banquiers un peu d'argent. Je deviens client de Rockfi et j'ai un banquier référent qui est dans ton réseau. C'est un network en fait, c'est un réseau de banquiers. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai tous tes outils, toute ta gamme d'outils digitaux. Ouais, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est des entrepreneurs
qui ont monté des entreprises, qui vont la vendre ou qui viennent de la vendre. On a des jeunes retraités qui veulent des revenus complémentaires, qui pensent à la succession. On a des jeunes héritiers qui viennent de recevoir un certain héritage et qui se disent comment je vais pouvoir le protéger et le faire fructifier. Donc on a en fait des profils assez différents, mais qui ont un point commun, c'est qu'ils ont besoin de conseils. Donc ils ont besoin d'un banquier privé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ils ont besoin de performance dans les produits. Et oui. Il y a un biais qui est assez insupportable en banque, c'est que le producteur est distributeur. Donc on distribue ce que... Ça veut dire que quand vous passez par une banque traditionnelle, généralement, on va vous proposer les produits de la branche asset de la banque. Donc vous êtes chez la banque A, on va vous dire on a des super assurances vie, on a des super dans nos enveloppes, on a des super plans d'investissement, des super fonds, mais généralement c'est ce qu'on appelle l'architecture fermée. Donc on vous propose, il y a des exceptions, mais on va vous proposer les produits de la banque qui peuvent être très bons, mais on va pas aller chercher d'autres produits qui peuvent potentiellement être encore meilleurs pour vous, plus adaptés à vous, parce qu'on est contraint par l'univers de la banque. C'est exactement ça. Ce que tu dis, c'est que toi, il y a aucune contrainte. Tu vas prendre toutes les classes d'actifs, tu vois, la bourse, les produits structurés, le private equity, la dette, et tu te dis dans chaque classe d'actifs, quel est le fonds qui est le plus performant. Et si demain, c'est un autre, eh bien, tu peux, sans biais, changer. Donc ça, c'est un élément qui est absolument clé dans une approche de family office. De ce point de vue-là, on réinvente rien avec Rockfi, ça existe déjà, mais en tout cas, on s'intègre dans ce mouvement de family office, à avoir un conseil global et une architecture ouverte de produits financiers. L'élément qui est profondément nouveau, c'est l'idée de dire qu'on a une technologie propriétaire avec une équipe d'ingénieurs qui va, pour le banquier, libérer du temps, et pour le client, on pourra en parler, avoir une vision simple de son patrimoine. Super, hyper clair. Une entreprise, c'est avant tout une équipe de fondateurs, une équipe de dirigeants. On me demande aussi souvent c'est quoi le secret pour réussir une start-up, et je dis souvent l'idée peut être bonne, mais si l'équipe n'est pas bonne, l'idée ne marchera pas. À l'inverse, une mauvaise idée avec une bonne équipe, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu toi de ton équipe justement? Qui est-ce qui est autour de, qui t'entoure? Comment tu les as rencontrés? Comment tu les as agrégés dans ce projet? Ouais, c'est absolument clé. Et si t'as pas échappé, je ne gère pas la gestion de patrimoine et je suis pas ingénieur en tech. Et le projet, et je pense c'est le rôle d'un fondateur, c'est de fédérer ceux qui savent faire et les talents. Moi, la première chose, c'était de partir du métier. Et donc, on m'a présenté un concurrent direct qui était le patron de la Société Générale Banque Privée. D'accord. Donc, qui gérait 350 banquiers, 50 milliards d'actifs sous gestion. Et le même échange, tu vois, qu'on discutait tout à l'heure, la demi-heure au téléphone qui s'est transformée en 2 heures. Et Stéphane Carl est devenu mon premier associé. Donc, l'un ancien patron de banque privée. Et puis, j'ai eu de la chance de, quelques jours plus tard, être présenté à son homologue qui dirigeait tout le segment gestion privée d'HSBC, qui est aussi une très belle institution, plusieurs milliards d'actifs sous gestion et plusieurs dizaines de banquiers privés partout en France. Et Vincent Pagny est devenu le deuxième associé de Rockfi pour monter le réseau. Donc, on est avant tout parti du métier. Et puis, la promesse était d'apporter un vent nouveau et une nouvelle technologie. Je pense qu'il y a un enjeu dans la gestion de patrimoine, c'est d'avoir des opérations qui sont solides. On parle beaucoup de compliance, on parle beaucoup du respect on est une industrie agréée. Bien sûr. Et on m'a présenté à une personne assez fantastique qui s'appelle Marie, qui avait monté les opérations de 2 très belles fintech. Et pour la petite histoire, dont les parents étaient CGP. Ah bon? Qui est devenu, décidément. donc, tu vois, qui connaissait depuis 30 ans ce que enduraient les CGP en termes de réglementation et d'administratif. Et donc, qui est devenue ma cofondatrice et qui a monté les opérations. Et puis, d'un point de vue tech, il y a parmi les différents très beaux succès en France, Conto en fait partie. C'est quand même une entreprise, pour en être d'abord client, qui a réussi à faire ce que peu de gens ont fait, c'est-à-dire simplifier l'ouverture d'un compte bancaire pour entreprise. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être présenté au premier ingénieur de Conto, tu vois, qui a monté toute on appelle la stack tech de Conto, Maxime, qui est devenu également mon cofondateur et qui a rejoint le projet pour développer toute la partie technique. Hyper impressionnant. Donc c'est dangereux de te parler 30 minutes au téléphone. Ça peut changer une vie. Ça peut durer plus longtemps. J'ai l'impression que en tout cas, tu as réussi à convaincre des gens de qualité. Moi, j'en ai rencontré certains et donc je confirme que c'est une sacrée équipe. Bravo.
parce qu'il y a une vraie complémentarité qu'on ressent et je me retrouve dans ce que tu dis. Pour moi, le CEO d'une startup, c'est un peu comme un sélectionneur d'une équipe de sport collectif. Son but, c'est de trouver vraiment les meilleurs, au poste important, les meilleurs talents, et c'est ce que tu as réussi à faire. Donc un grand bravo. Et puis derrière, il y a aussi des investisseurs impressionnants, une levée de fonds, plusieurs levées de fonds assez structurantes. On a parlé de l'amorçage avec Didier. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes investisseurs, des gens qui ont rejoint tes différents tours de table, comment ça s'est fait, comment tu les as à chaque étape emballés, entraînés dans ta vision? Ouais, totalement. Bon, c'est encore une fois un marché de confiance. Il faut avoir les reins solides. C'est des temps longs, la gestion de patrimoine, et avoir des investisseurs qui sont présents sur la durée, c'était quelque chose d'absolument capital. Et pour ça, je voulais avant tout avoir des investisseurs qui soient des décideurs. On parlait de Didier Vallet, c'est le fondateur de Varsity. C'est lui qui est décisionnaire. On se parle chaque semaine et à chaque fois qu'on se parle, ce qu'on se dit, on le fait. On est aussi un modèle de réseau. Je voulais gagner du temps en ayant la chance d'avoir un investisseur qui est déjà monté des beaux réseaux. Et là aussi, derrière tous les beaux succès, quand je voyais Malte, quand je voyais Doctolib, quand je voyais IAD, à chaque fois, il y avait un nom qui revenait, qui était celui d'Antoine Fraise, qui est lui-même entrepreneur, investisseur. Super investisseur, qui est track record brillantissime, extraordinaire. Qui est extrêmement disponible et qui est devenu le deuxième investisseur de Rockfi au démarrage et qui a rejoint également notre conseil d'administration. Et puis, plus récemment, on a eu la chance d'avoir une belle traction, d'avoir des chiffres qui étaient qui montraient en tout cas un vrai besoin de la part des clients et des banquiers. Et donc c'est la phase classique d'accélération d'une série A où tu lèves davantage pour pouvoir dupliquer le modèle un peu partout en France. 18 millions d'euros en série A. On a levé 18 millions d'euros et un peu moins d'un an après le tour d'amorçage. Parce qu'on faut quand même le rappeler, on est dans une période économiquement qui est un peu difficile, qui est agitée, on va dire. L'argent aujourd'hui se lève. Il y a toujours évidemment de l'investissement, fort heureusement, mais les séries A, c'est une étape très difficile à passer pour une start-up. Le seed, il y a toujours, je pense, du dynamisme. Le growth, sur des entreprises rentables, il y a du dynamisme. La série A, série B, c'est un peu le spot un peu difficile. Réussir une levée de fonds de 18 millions dans ce climat, bravo. Ouais, on a eu beaucoup de chance d'avoir Philippe Colombel, le fondateur de Partech, avec qui on a eu tout de suite une très forte accroche, qui lui aussi est le fondateur de son fonds, donc décisionnaire, qui a financé des très beaux succès comme Penny Lane dans l'univers de la fintech et qui connaît particulièrement bien notre marché, la création, la gestion de produits financiers, pour lui-même être directeur d'une société de gestion. Et donc, c'est Philippe avec Partech qui ont l'idée ce tour de table. Et on a voulu associer quelques business angels au sein du tour pour prendre le maximum d'apprentissage, d'expertise. Et c'est à cette occasion notamment que les fondateurs de Penny Lane sont entrés au capital de Rockfi. Ouais, génial, bravo. Donc, une belle équipe de cofondateurs, une très belle équipe d'investisseurs. Donc là, plus rien ne peut t'arrêter. Tu as annoncé dans ta levée de fonds, vous avez annoncé un objectif de 1 milliard d'euros sous gestion d'ici la fin 2026. Comment on va chercher 1 milliard d'euros en quelques années, parce que vous existez depuis pas si longtemps, donc comment on y parvient? Ouais. Bon, déjà, pourquoi 1 milliard? Parce que c'est un peu un seuil magique en gestion de patrimoine. Ça correspond à notre seuil de rentabilité et du seuil à partir duquel tu peux aller négocier une offre, des services encore plus avantageux pour tes clients. Comment t'arrives à 1 milliard? Il faut les bonnes personnes, encore une fois, tu peux pas le faire tout seul. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'aller monter un réseau de banquiers privés expérimentés partout en France. Aujourd'hui, après 18 mois, on est une soixantaine chez Rockfi, 30 banquiers privés dans 6 grandes villes en France, et 30 profils plutôt ingénieurs et start-up dans notre siège à Paris et certains aussi en France. Et comment on veut? On veut tripler la taille de l'équipe d'ici à 2026. Donc, on va recruter 60 ingénieurs, 60 banquiers privés d'abord, une trentaine d'ingénieurs ensuite, pour fortement croître notre réseau et accélérer nos outils technologiques pour nos clients. Hyper intéressant. Dans l'offre financière, pour les gens un peu plus techniques qui nous écoutent, dans l'offre financière aujourd'hui classiquement mise en avant par les banquiers du réseau Rockfi, alors je comprends qu'il y a une grande liberté.
il y a quand même pas mal d'indépendance parce que c'est justement ça l'objectif, c'est de leur donner un peu plus de souplesse. Mais classiquement, un petit peu, qu'est-ce qui est préconisé? Voilà, un client qui arrive auprès d'un des banquiers du réseau. C'est quoi un peu la recommandation qui est faite en termes à la fois d'enveloppe, mais aussi surtout de produits? Ouais, c'est exactement ça. Il y a deux sujets. Il y a les enveloppes fiscales et les classes d'actifs. Et ces deux sujets qu'on peut confondre, mais qui en fait sont radicalement différentes. Les enveloppes fiscales, on parle beaucoup d'assurance vie, de PEA, de PER, de compte titres, shares. C'est finalement des réceptacles ou des enveloppes fiscales qu'on choisit fonction contenants. Des contenants en fait. Et donc en fonction de si tu veux plutôt préparer une succession, si tu es plutôt sur un investissement à long terme, ou est-ce que tu détiens, tu vas choisir plutôt l'un ou l'autre. Je pense que la vraie différence, elle se fait sur les classes d'actifs. Donc c'est quels sont les supports que tu vas sélectionner pour ton client. Et une des classes d'actifs qui est sous-valorisée aujourd'hui quand tu regardes les différents foyers français, c'est le private equity. Tu vois, c'est tout ce qu'on appelle le non-coté, que ce soit des titres en direct, via des fonds de fonds. C'est 1% des actifs des foyers en France. Aux États-Unis, c'est jusqu'à 30%. Ah oui. Et donc, c'est probablement là, pour donner un exemple concret, où on peut apporter de la performance et de la nouveauté à nos clients en allant sélectionner pour eux les meilleurs fonds de private equity avec des performances qui sont solides. Encore une fois, pour les foyers, pour les clients qui sont éligibles ou qui sont sensibles à ce genre de catégorie. Et c'est un des bons exemples. D'accord, donc vous proposez pas mal de private equity, vous avez accès, vous, via votre réseau, vous avez négocié des accès à des fonds de private equity. C'est juste. Que vous avez sélectionné. Donc il y a un travail quand même dans l'offre financière chez Rockfi pour aller sélectionner justement les meilleurs fonds de private equity et les rendre finalement, les démocratiser, les rendre accessibles à votre clientèle. Ouais, c'est juste. Aujourd'hui, on a 3000 supports financiers dans notre catalogue de produits. On a 30 partenaires avec des accords cadres et des discussions pour avoir accès à des fonds auxquels le particulier, tout à chacun ne peut pas avoir accès. Sur le private equity en particulier, on travaille avec Goldman Sachs, avec Morgan Stanley. Ça me dit quelque chose, que tu dois connaître et qu'on peut d'ailleurs, il me semble, sélectionner via Shares. On travaille avec des acteurs comme Tikeo sur la dette privée. Donc il y a effectivement toute une sélection de produits haut de gamme, performants, qu'on veut rendre accessibles à nos clients. D'accord. Donc du private equity, j'imagine qu'il y a aussi d'autres gammes de produits. Est-ce que tu veux en dire un mot peut-être ? Ouais, je pense qu'il y a une deuxième catégorie qui est pertinente en ce moment où on a des marchés qui sont dans une zone de turbulence, qui sont les produits structurés, qui apportent l'avantage d'apporter une forme de visibilité sur la garantie capital et ou la performance future. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur les produits structurés, ça doit représenter 20% de nos actifs en moyenne. Pour des clients justement qui ne savent pas forcément comment réagir par rapport au marché actuel, néanmoins qui veulent faire travailler leur patrimoine et qui structurent avec nous des produits sur mesure pour répondre à leurs besoins. D'accord, hyper intéressant. Donc vous avez une offre assez large en fait, somme toute, en produits et qui s'adapte, j'imagine, au profil de l'investisseur, de l'épargnant. Ouais, c'est ça, exactement. Et juste pour revenir sur les banquiers du réseau, donc en fait, ce sont des gens qui quittent en fait des institutions après un certain nombre d'années d'expérience et qui rejoignent en fait et qui font le chemin de l'indépendance et de la liberté pour rejoindre Rockfi. Et du coup, est-ce qu'ils ont une qualité spéciale à avoir pour travailler chez Rockfi? Est-ce qu'ils doivent être par exemple CIF, conseiller en investissement financier, ou est-ce que c'est Rockfi qui est régulé? Comment ça se décompose? Oui, absolument. Donc c'est des professionnels de la gestion de patrimoine. Tu vois, les banquiers chez Rockfi ont 20 ans d'expérience en moyenne. D'accord. Et effectivement, ils sont tous agréés auprès de l'AMF, ils sont tous conseillers en investissement financier, effectivement, CIF. Je pense que la principale qualité, c'est de vouloir et aimer passer du temps avec leurs clients. D'accord. Tu vois, je crois beaucoup à la vision du banquier privé d'il y a 30 ans, qui venait le dimanche à la table de ses clients invités pour parler des marchés financiers, pour présenter une nouvelle vision du monde et finalement pour créer ce lien de confiance entre un foyer en fait, plus qu'un client et un banquier. Et le sujet aujourd'hui de la gestion de patrimoine, c'est que l'ensemble des missions qui sont confiées en banque, nivellent vers le bas le métier de banquier. Et
je pense que l'acteur gagnant de la gestion de patrimoine, c'est un acteur qui arrive à redonner au banquier ses lettres de noblesse et à redonner sa place. Tu vois, comme tu as ton médecin de famille, tu as ton banquier de famille à tes côtés pour t'aider à naviguer dans les marchés financiers et plus globalement dans ton patrimoine. Alors, on va faire un exercice. Voilà, je suis banquier privé depuis 20 ans. J'ai une très belle clientèle et j'hésite à me lancer chez Rockfi. Je te rencontre. Qu'est-ce que tu me dis? Tu as 20 secondes. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis pour me convaincre de tout abandonner pour te rejoindre? La première question que je pose toujours, c'est qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? La clientèle. La clientèle. Et la deuxième question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu fais dans ton métier? Si les deux réponses sont les mêmes, j'ai pas grand-chose à apporter en fait. Et on aura une bonne discussion, mais ça s'arrêtera là. Souvent et malheureusement, la réponse 2 est différente et j'entends effectivement des banquiers qui me disent je veux passer du temps avec mes clients, moi ce que j'aime c'est parler de produits financiers, leur apporter de la valeur. Et la réponse 2 c'est je fais de l'administratif, je fais des choses qu'on me demande de faire et fondamentalement je sais pas trop pourquoi je me réveille le matin. Moi ce qui me plaît dans l'aventure Rockfi, c'est l'idée de fédérer des talents, des banquiers privés qui m'impressionnent par leur expérience, qui m'impressionnent par leur engagement auprès de leurs clients et de créer un nouveau modèle qui libère l'énergie et qui permet à chacun de nos banquiers, je l'espère en tout cas chez Rockfi aujourd'hui et dans le futur, de se réveiller le matin en se disant je fais ce qui me plaît. Super, hyper convaincant. Bah, je signe. Oui, il faut signer. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de vue sur maintenant l'évolution de Rockfi dans les prochains mois, semaines, années? Je sais pas, des fonctionnalités, des offres que tu veux intégrer. Alors, tu as parlé un petit peu du recrutement, tu as parlé un petit peu des ambitions, du milliard d'encours. Mais voilà un petit peu les tendances que tu vois venir et les élargissements de produits ou d'offres que tu aimerais intégrer chez Rockfi. Oui, totalement. On a parlé des banquiers. Pour parler de la partie technologique, il y a un constat, je ne sais pas si tu le partages en tant que client, qui est le reporting en banque privée, qui, alors c'est pas le cas partout, mais globalement est papier, envoyé par courrier postal en mars pour des chiffres de décembre. Et entre-temps, tu as un président américain qui a profondément transformé les marchés. Un sacré président. Donc il y a une chose qui est que moi j'entends auprès de tous nos clients et des personnes autour de moi qui sont en banque privée, qui est je ne sais pas quel est mon patrimoine à un instant T. J'ai des assurances vie, j'ai des comptes titres, j'ai des PE1, je ne sais pas combien je pèse. C'est un verbatim qu'on avait de la part de nos clients. Et la première chose qu'on a voulu monter chez Rockfi, c'était un reporting qui était global. Bien ça. Qui permette d'avoir l'historique de performance, d'avoir le détail par support, par enveloppe, avec les frais, sans les frais, et finalement d'avoir une vision globale du patrimoine. Et pour répondre à ta question et de façon plus globale, je pense que il y a des transformations profondes qui vont arriver avec les nouvelles technologies. Je pense évidemment à l'IA, mais pas que. Et on doit pouvoir monter dans le train maintenant pour pouvoir en bénéficier et en faire bénéficier nos clients. Donc c'est une meilleure expérience de visualisation pour que le client à tout moment soit en capacité de savoir où il se situe. C'est exactement ça, c'est savoir où j'en suis dans mon patrimoine. Sans avoir un papier qui est reçu par courrier postal. Voilà, c'est quelque chose de digital qui permet de savoir où il en est. Et il en est de même pour le banquier, pour qu'il ait une vision sur chacun de ses clients. Moi, je suis client de banque privée, je veux savoir quel est mon patrimoine à l'instant T en me connectant sur une plateforme. Je veux avoir une vision globale pour prendre des bonnes décisions. Et ensuite, je veux avoir un parcours qui soit simple. Comment ça se fait que ça soit simple de payer sur Revolut et que ça soit compliqué de souscrire à une assurance vie ou de faire un arbitrage en compte titre? D'accord. Hyper clair, super intéressant. Est-ce que tu peux maintenant peut-être un peu nous parler des objectifs stratégiques pour Rockfi? Voilà, c'est quoi la montée en puissance? Comment tu vois Rockfi dans les prochaines années? Et puis c'est quoi le KPI que tu suis? On a parlé de l'encours. Alors ça c'est très classiquement dans notre écosystème financier, on parle toujours des encours sous gestion, C'est un KPI, j'imagine. C'est quoi grosso modo les KPI que tu vas suivre et l'ambition des prochaines années? Ouais, il y en a un qu'on regarde tout particulièrement qui est le NPS, c'est Net Promoter Score, qui mesure la satisfaction de nos clients. On est dans une industrie qui grandit uniquement par recommandation. Un client qui est content, c'est un client qui en parle autour de lui. C'est comme ton médecin, tu le connais par recommandation. Et donc, c'est un formidable cercle vertueux où si on arrive à avoir des clients satisfaits, on va avoir plus de clients demain. Et donc, on pousse d'un cran cette recommandation en faisant pareil chez nos banquiers. Donc, on suit également, avant tout, la satisfaction de nos banquiers. En se disant, en fait, si j'ai un banquier qui est heureux,
de faire ce qu'il fait, qui a du temps auprès de ses clients, c'est ce qu'il veut, il va rendre heureux ses clients. Si ses clients sont heureux, ils vont lui apporter de nouveaux clients, et ces nouveaux clients vont finalement créer la prospérité pour le banquier privé qui s'est lancé avec nous. Et donc, c'est comment on crée ce cercle vertueux autour de la satisfaction du client qui est du coup le premier. Et alors, il est bon le NPS aujourd'hui? Il est bon. On a la chance d'avoir un très bon NPS qu'on suit, tu vois, de manière très très fine. Donc, faut le maintenir. S'il est bon déjà. Il faut le maintenir, mais tout n'est pas parfait. Tu vois, il y a quand même des pistes d'amélioration. Il y a plein de pistes d'amélioration. C'est ça qui est assez génial. Il y a plein d'éléments, en tout cas un certain nombre d'éléments à travailler pour se dire comment on peut aller plus loin. Et on a, je pense, comme beaucoup d'entreprises, un mécanisme Docker, tu vois, donc on définit nos objectifs chaque trimestre et nos objectifs découlent du NPS de nos clients et du NPS de nos banquiers. Et aujourd'hui, la satisfaction, donc, elle est plutôt bonne. Vous êtes satisfait de votre roadmap, votre feuille de route? Vous avez l'impression d'être on track? Est-ce qu'il y a des difficultés, des choses où vous dites là, c'est un challenge, on va essayer d'être meilleur, qui peuvent être étrangères à vous-même, hein, qui sont liées au marché, liées à des choses, des imprévus, ou globalement, tout se passe comme prévu? On est on track, on a la chance d'avoir une très belle dynamique. Tu vois, en un peu moins de 12 mois, on a onboardé nos 500 premiers clients. On a une croissance à 2 chiffres chaque mois et on sent qu'on résout un vrai problème. Et en même temps, on le disait juste avant, on est toujours frustré comme entrepreneur. Bien sûr. On a toujours envie que ça aille plus vite. On a toujours envie de résoudre davantage de problèmes. Je pense qu'il y a un timing qui est assez clé dans la gestion de patrimoine, où les 5 prochaines années, les cartes vont être profondément transformées, enfin rebattues, parce que on a d'un côté des organisations bancaires qui deviennent trop lourdes, donc il faut un nouveau modèle. Et d'un autre côté, on a un transfert d'actifs sans précédent d'une génération d'après-guerre à leurs enfants et petits-enfants. Et donc, les 5 prochaines années, c'est probablement le moment, depuis des dizaines d'années, dans lesquels on peut profondément rebattre les cartes de la gestion de patrimoine et créer un nouveau leader. Et donc, on a envie de prendre cette place. Et Rockfi, est-ce que c'est un modèle qui est scalable? Est-ce que demain, pas tout de suite évidemment, mais est-ce que demain, c'est un modèle qui peut être exporté à l'international? Tu parlais d'IAD, IAD se sont exportés dans un certain nombre de pays, dans l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un peu déjà en track sur votre feuille de route d'aller chercher un potentiel international dans des étapes futures? Ouais, je pense qu'il y a un potentiel qui est colossal déjà en Europe et puis au-delà de l'Europe. Quand tu regardes les pays anglo-saxons, les modèles similaires aux nôtres de gestion de patrimoine indépendante, c'est 30% de part de marché. Ah oui. En France, c'est moins de 10%. Donc, et ça a doublé en 2-3 ans. Donc, il y a un mouvement de rattrapage phénoménal en Europe qui est en train d'avoir lieu de modèles de gestion de patrimoine indépendant. Tu regardes au UK, St. James, qui est un modèle similaire à celui qu'on est en train de développer, c'est 150 milliards d'actifs sous gestion. C'est x5 en 10 ans. Donc, et en Europe, il n'y a pas encore d'acteurs qui combinent un réseau d'indépendants et une nouvelle technologie. Et donc, il y a... Oui, parce qu'on voit beaucoup en France de la concentration, mais plutôt sous le format de la consolidation. Ouais. Plus que de l'indépendance. Et du coup, on a des CGPI, donc des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui vont se regrouper sous des entités plus grosses. Et c'est un premier mouvement qui est intéressant. On a reçu ici récemment Benoît de Lombard de chez Cristal Laplace. Donc ça, c'est un modèle. Mais effectivement, le modèle du réseau, finalement, que tu constitues, qui préserve l'indépendance, mais en même temps qui donne des nouveaux outils que individuellement chaque conseiller en gestion de patrimoine ne pourrait pas se permettre de développer. Ouais. C'est un modèle qui a aussi énormément de potentiel. Ouais, il y a des réseaux effectivement d'indépendants qui fonctionnent très bien. Et je pense qu'ils ont un vrai atout, c'est d'apporter une architecture ouverte de produits financiers, de le faire dans une dynamique très forte, effectivement aussi de consolidation du marché. Il y a une nouvelle, je pense, génération d'acteurs qui doit intégrer une partie tech. Et si on arrive à combiner les deux, effectivement, il y a quelque chose assez beau à faire. Peut-être un mot sur comment on peut rassembler les deux. Moi, je crois à la recommandation. Je crois plus qu'à ça d'ailleurs. Oui, bien sûr. Je pense que tu gagnes tellement plus de temps quand tu te fais recommander à une personne. Tu passes plus de temps à faire des entretiens, tu passes du temps à échanger. Et pour répondre à ton sujet sur la scalabilité, on a voulu un réseau qui est d'ailleurs une équipe au sens large qui coïncide que par recommandation. Et donc on a un modèle où nos banquiers ont leur portefeuille de clients qui gèrent de manière indépendante, comme ils le souhaitent et comme ils savent le faire, mais aussi nos banquiers qui sont les prescripteurs des prochains banquiers.
Et donc aujourd'hui, on veut massivement recruter, d'abord en France, après en Europe, des banquiers privés. Et c'est par nos banquiers qu'on souhaite identifier les banquiers de demain. Alors, on fait un appel à ceux qui nous écoutent, tous les banquiers privés qui écoutent ce podcast, qui écoutent cette vidéo, vous pouvez contacter Pierre Marin de Rockfi. 30 minutes, un petit coup de fil de 30 minutes. Un petit LinkedIn, et je serais heureux de... Voilà, on verra sur quoi ça peut aboutir, peut-être une transformation professionnelle pour vous. Mais non, je pense que c'est important et je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui font ce que tu fais aujourd'hui, qui offrent aux banquiers privés cette reconversion et cette prise d'indépendance, qui s'accompagne par une vraie aventure entrepreneuriale, mais un peu sécurisée par un cadre et des technologies que tu développes. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je suis un grand fan. Peut-être quelques mots, on arrive à la fin un peu de ce podcast, quelques mots sur notre rencontre. Je pense que il y a une vraie complémentarité, c'est ça que je trouve chouette. Nous, Shares, on est une plateforme technologique qui édite des enveloppes titres et on sera dans les prochains mois peut-être amené à faire des choses ensemble, et donc ça va être assez intéressant. Tu veux peut-être en dire quelque chose? Oui, absolument. Je pense qu'il y a une place à prendre dans l'expérience des clients par rapport à leurs différentes enveloppes en assurance vie et en compte titres. Aujourd'hui, les comptes titres, c'est plus de 30% des allocations de l'actif de nos clients. C'est là où nos clients placent leur private equity, leurs produits structurés qu'on en parlait. Et il y a un besoin de simplifier massivement l'expérience. Ce qui est assez formidable avec Shares, c'est pour ça que moi, en tant d'abord que client et ensuite partenaire via Rockfi, je suis heureux d'utiliser Shares, c'est que on a une expérience qui est enfin simple. Encore une fois, moi, je me pose toujours la question pourquoi c'est facile de payer sur Revolut et pourquoi ce serait pas aussi facile d'ouvrir un compte titre, de rapatrier son PEA ou de faire un arbitrage sur une action en bourse parce que les marchés ont dégringolé et qu'il y a une opportunité, comme c'était le cas il y a quelques jours. Bien sûr. Et je pense que ce que vous avez réussi à faire avec Shares, c'est de simplifier cette expérience, d'abord pour les clients et ensuite pour leurs gestionnaires. Et donc, c'est une des raisons, effectivement, qui est pour laquelle on est heureux de travailler avec vous. Non, et puis pareil que Rockfi, on est une boîte tech avec pas mal d'évolutions à venir et on sera content d'en reparler à cette occasion. Merci beaucoup Pierre pour cet échange. Moi, je trouve que l'aventure Rockfi est passionnante. Je pense qu'on pourrait en faire un épisode de 2 heures. Malheureusement, on est contraint par le temps. Est-ce que tu as envie de conclure, peut-être nous dire quelques informations importantes, où te retrouver, où retrouver Rockfi, selon le cas, si on est un potentiel investisseur, si on est un banquier, voilà, les informations clés pour pouvoir reprendre la conversation avec toi en dehors de ce podcast. Avec grand plaisir. Si on a un banquier LinkedIn, si on a un client, notre site internet. C'est la question que je pose à chaque fois que je parle à un potentiel client, tu vois, que ce soit un proche ou autre, je pose la question, est-ce qu'il est content avec son banquier privé? S'il n'est pas content avec son banquier privé, je suis heureux de lui présenter à mon banquier. S'il est content avec son banquier privé, ça m'intéresse de le rencontrer. Je vais te faire une réponse à la Macron. Je suis assez content j'ai plusieurs banquiers, mais je serais ravi de rencontrer un banquier de chez Rockfi pour challenger justement, pour voir l'expérience. C'est vrai, en plus, on l'a jamais fait, donc je serais ravi à titre perso de vivre l'expérience. Donc, avec grand plaisir. Le site internet? Donc, rockfi.fr. Rockfi.fr. Absolument. Le nom Rockfi, ça vient d'où? C'est l'univers, tu vois, de belles maisons comme BlackRock, Blackstone, Rockefeller, qui sont des institutions qui ont profondément transformé leur catégorie. Et FI comme finance. Et FI comme finance. Bravo. Merci Pierre. Merci beaucoup Benjamin.